Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition. Création de l'Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques. C'est l'une des décisions prises au titre des mesures normatives par les membres du gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi. Dans le volet communication, le Conseil a décidé entre autres de l'organisation des intérims des ministres élus députés. Sur les 4 ministres élus, seuls Eleonore Yahi et Jean-Michel Abimola vont siéger à l'Assemblée nationale. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji, dans cette édition. Chaque jour, des milliers de personnes souffrent en silence de douleurs dentaires évitables. L'hygiène bucco-dentaire est un pilier essentiel du bien-être. Quels sont les bons gestes à adopter? Vous les saurez à travers un reportage réalisé par une équipe de la télévision Maranatha Bénin. Hors du Bénin, à l'est de la République démocratique du Congo, la population d'Ouvira demande la réouverture de la frontière avec le Burundi. À nouveau, bonsoir. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 18 février 2026 en Conseil des ministres. Sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. On va suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji, par rapport aux mesures normatives. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord instituant la Facilité africaine de soutien juridique. Cette entité a été créée au lendemain des crises de la dette survenues au cours des années 1980-1990. Celles-ci ont mis en évidence les faiblesses juridiques et techniques des États africains dans la résolution des litiges commerciaux ruineux avec les créanciers privés. En point 2, création de l'Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques. En dépit des efforts soutenus, la malaria reste endémique, avec des conséquences économiques, sociales et sanitaires graves. Elle constitue l'une des premières causes de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. C'est pourquoi le gouvernement fait de son éradication une priorité de premier plan s'agissant des questions de santé publique. Pour favoriser une plus grande efficacité de son action, notre pays se dote d'un instrument spécialisé, souple, autonome et réactif, chargé de conduire une lutte coordonnée, innovante et intégrée contre la malaria et les moustiques. On reste avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji, qui énumère quelques grandes décisions prises dans le chapitre des communications. Au chapitre des communications, en point 1, mission de contrôle technique et de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social du projet de construction du resort urbain et balnéaire de Avlo à Grand Popo. Il s'agit d'un projet destiné à promouvoir une offre balnéaire haut de gamme, développée dans une approche résolument orientée vers l'écotourisme. Pour garantir la qualité et la durabilité des ouvrages, ainsi que la préservation de l'écosystème côtier, il convient, en plus des études architecturales et techniques en cours, de réaliser une étude d'impact environnemental et social aux fins de garantir la bonne conduite du chantier en conformité avec les normes requises. En point 2. Mission de contrôle technique dans le cadre de la construction de bureaux au profit des services de la Direction générale des impôts. La réalisation de ces infrastructures ayant été déjà autorisée par le Conseil des ministres, le recours à un bureau de contrôle technique dès la phase d'avant-projet détaillé permettra notamment de s'assurer du respect des conditions de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. Le cahier des charges du cabinet intègre principalement l'audit préalable et la solidité du bâtiment à achever et les préconisations à prendre avant le démarrage des travaux, dont la sécurité des personnes, le fonctionnement des dispositifs techniques, la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l'accessibilité des constructions pour les personnes à mobilité réduite. Le Conseil a marqué son accord pour la formalisation diligente du marché avec le cabinet retenu. À noter que des nominations étaient également prononcées au profit de la présidence de la République.
À Cotonou, les motos-taxis font partie du paysage quotidien et assurent la mobilité de milliers de citoyens. Mais face aux défis environnementaux et à la hausse du coût du carburant, une transformation s'annonce progressivement, celle des engins thermiques vers les motos plus électriques. Mais les motos plutôt électriques, plus économiques, plus écologiques et plus silencieuses. Ces nouvelles machines promettent de transformer le secteur du transport urbain. Suivons ce reportage. Les engins à deux roues dominent le transport en Afrique. À Cotonou, plus de 250 000 mototaxis ou émigrants circulent et constituent le principal moyen de transport de la population. Mais face aux nombreuses difficultés pour entretenir ces motos thermiques, beaucoup de conducteurs se tournent désormais vers les engins électriques. Vous voyez, c'est les motos que vous voyez. On n'a pas de chaîne, ni couloir, ni bougie, et ni piston et autres. Donc on a voir tout cette dépense qu'on faisait sur les autres motos. Avec ceci, c'est un peu différent. Dans le but de contribuer à une écologie plus saine, ces motos électriques veulent révolutionner le secteur du transport urbain. Vous savez, quand vous prenez une moto thermique aujourd'hui, en termes d'émissions, elle émet énormément. Au-delà de l'émission de carbone, en fait, il y a aussi tout ce qui est émission de particules fines. Et donc, tout ça disparaît lorsqu'on passe à l'électrique, en fait. Au-delà de l'aspect environnemental, c'est également un moyen de réduire la pauvreté permettant à tout citoyen d'en bénéficier. L'idée est de permettre aux conducteurs de faire plus d'économies dans l'entretien et l'utilisation de ces engins électriques. Avec cette nouvelle technologie, les batteries se rechargent très facilement et à moindre coût. Quand tu vas le charger à la maison, ça va prendre du temps. Il faut attendre au moins minimum 4 à 5 heures du temps avant de recharger ça. Alors que si tu viens ici, en moins de 2 minutes, on t'a déjà changé ta batterie. Ce nouveau secteur pense révolutionner les moyens de déplacement et contribuer à un meilleur entretien de l'écologie. Parlons d'hygiène bucco-dentaire à présent. Chaque jour, des milliers de personnes souffrent en silence de douleurs dentaires évitables, car derrière un simple oubli de brossage ou une mauvaise habitude alimentaire se cache parfois un véritable problème de santé. L'hygiène bucco-dentaire ne se limite pas à avoir un beau sourire. Elle est un pilier essentiel du bien-être. Quels sont les bons gestes à adopter? Focus sur un enjeu de santé souvent sous-estimé dans ce reportage réalisé par une équipe de la télévision Maranatha Bénin. Sourire, parler, manger et respirer et bien d'autres actions sont rendues possibles grâce à un seul organe, la bouche, un organe que nous sollicitons à chaque instant, mais souvent sous-estimé. La bouche est bien plus qu'un simple organe, c'est la porte d'entrée vitale. Si elle va mal, c'est tout l'organisme qui est affecté. Prendre soin de sa bouche devient un impératif. À chacun ses habitudes, mais au fond, il existe des bonnes manières recommandées par des spécialistes dentaires. Ce que nous avons toujours recommandé, c'est le brossage 3 fois par jour après repas et de consulter les spécialistes du chirurgien dentiste 1 fois par an ou 2 fois par an. Visite systématique de contrôle. Et d'éviter de consommer excessivement du sucre. Il faut changer sa brosse tous les 2 mois, 3 mois. La technique de brossage, elle s'enseigne. Mais de façon classique, le brossage, il se fait dans un sens. C'est-à-dire, quand vous ouvrez légèrement la bouche, c'est toujours de la gencive vers les dents. Vous voyez un peu. Et les dents ont plusieurs faces. Les faces occlusales, c'est des mouvements circulaires. Le fil dentaire, il est recommandé pour enlever les débris alimentaires dans les espaces interdentaires. Nous avons les mauvaises habitudes où nous utilisons les pics pour enlever les débris dentaires après avoir mangé, alors que ces pics traumatisent les gencives. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire expose non seulement à la carie dentaire, mais peut aussi causer d'autres pathologies dont les conséquences peuvent être dramatiques. L'infection, en passant par la circulation générale, va atteindre le cœur. Ensuite, ça peut atteindre les poumons, ça peut atteindre le foie, comme ça peut atteindre même le système nerveux central. Alors, pour les toxines, ça peut avoir des réactions de type allergique ou immunitaire
et ça entraîne le rhumatisme articulaire aigu. Vous avez l'atteinte des articulations ou bien l'endocardite qui est une inflammation au niveau des parois du cœur et c'est une maladie mortelle. Selon les spécialistes, la bouche abrite environ 700 espèces de bactéries. Certaines sont bénéfiques pour l'homme, par contre d'autres sont dangereuses. En vous brossant les dents, souvenez-vous, ce n'est pas juste un geste pour préserver l'éclat de votre souris, c'est une routine pour l'équilibre de tout le corps. Allons maintenant hors du Bénin. En interactualité à l'est de la République démocratique du Congo, la population d'Ouvira demande la réouverture de la frontière avec le Burundi. Ouverture du procès des 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc et puis le tribunal spécial pour Kosovo entre en délibéré dans le procès des anciens chefs de l'UCK. Le monde en bref de ce jour, c'est avec Némi Dera. À Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, les habitants et les commerçants implorent la réouverture de la frontière avec le Burundi. Un mois après le retrait de l'AFC M23 de la ville, le crépitement des balles a cessé, mais la frontière reste toujours fermée. Le ministre burundais des Affaires étrangères rappelle que les conditions de sécurité ne sont pas encore réunies pour une réouverture. Sur le terrain, le gouverneur du Sud Kivu a été interpellé directement par la population impatiente et inquiète. Le gouverneur Jean-Jacques Puressi écoute et dit sa frustration. Pour lui, il y a un sentiment d'impuissance face à cette souffrance, mais il y a aussi des impératifs sécuritaires liés à la réalité des deux pays. À ses côtés, un homme confie lui aussi sa traversée clandestine accroché à un simple bidon resté à flot. Ils étaient 14 au départ, 2 n'ont jamais atteint la rive. Un mois après les heurts ayant émaillé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, le procès de 18 supporters sénégalais et d'un Français s'ouvre ce jeudi 19 février à Rabat. Accusés de hooliganisme, les supporters dénoncent une incompréhension et une injustice. Parmi les personnes jugées figure également un Français de 27 ans, l'ISM, frère d'un membre du staff technique de l'équipe sénégalaise. Lui aussi a été arrêté dans la tribune des supporters sénégalais et placé en détention provisoire. Le dossier est déjà reporté à plusieurs reprises en raison notamment d'une grève des avocats marocains cristallise la mobilisation de l'opinion publique au Sénégal où l'on réclame la libération des supporters. L'avocat qui plaidera la relaxe espère que le tribunal saura entendre les arguments de la défense. Après plusieurs années de procédure et 10 jours de plaidoirie finale, la justice internationale s'apprête à trancher dans un dossier majeur lié à la guerre du Kosovo. Les juges ont entamé leur délibéré mercredi 18 février dans la soirée. Les accusés, eux, ont livré leurs derniers mots devant le tribunal. À l'issue des audiences finales, Hachim Tassi a pris la parole une dernière fois. Un discours prononcé debout face aux juges du tribunal siégeant à La Haye, mais aussi destiné à la population kosovare, alors que le pays célébrait la veille le 18e anniversaire de son indépendance. L'ancien dirigeant a vivement contesté le réquisitoire de l'accusation, qui réclame 45 ans de prison à l'encontre de chacun des 14 accusés. Les avocats de la défense ont également rejeté les accusations portées par le procureur. Durant le procès qui a duré près de 3 ans, de nombreux témoins sont pourtant venus relater à la barre des faits de torture et de passage à tabac. Au terme de 10 jours de plaidoirie finale, le président du tribunal a levé l'audience. Le verdict du juge est attendu d'ici la fin du mois de juillet 2026. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. On se retrouve demain à la même heure. Plaise au Seigneur. Que Dieu nous garde.